Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette nouvelle Talking Head. J'espère que vous m'entendez. De toute façon, on est cette fois-ci dans un espace plus convivial, plus cosy. On est très, très heureux de vous accueillir ici et surtout d'accueillir Elisa Valenzuela pour cette nouvelle conversation qui sera conduite par François Dumas, ici présent. On aura le plaisir d'entendre une designer qui a fondé son studio donc en 2008, le studio Convergence, qui va vous en parler, mais qui surtout s'est intéressée en fait à la question de la valorisation des objets et du design. Et c'est aussi un pan du travail fondamental dont elle va nous parler. Il y aura bien sûr à l'issue de ce talk la possibilité pour vous de poser des questions, d'échanger, et c'est vraiment prévu dans la soirée. Et puis ensuite, on aura un apéritif dînatoire juste à côté et les étudiants sont les bienvenus. Voilà, comme ça vous allez rester jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente soirée et voilà, je vous passe le micro. Merci. Bonsoir à tous. Bon, merci d'être venus si nombreux écouter mon histoire. Est-ce que tu voulais dire quelque chose avant, François ? Oui, non, c'est bien que tu c'est bien que tu te sois lancé. Non, Okay. non, ça va très bien. Je crois que tu fais plutôt une conférence qui sera d'abord des slides où on va te laisser un peu parler et ensuite on discutera un petit peu. Bien sûr. Donc, je me présente de nouveau. Donc, je m'appelle Elisa Valenzuela. J'ai été notamment avec François il y a très longtemps aux Beaux-Arts de Reims où j'ai commencé ma formation par du mobilier et donc du produit. Et par la suite, j'ai bifurqué vers le design graphique. Parce que c'est vrai que même quand je concevais un produit, je concevais une image de produit bizarrement et pas le produit lui-même. Ça m'ennuyait profondément de le construire, mais par contre en parler, j'ai toujours adoré. Donc je suis allée dans l'image. J'ai fait des études, un master d'art graphique à Paris, et ensuite mon premier travail était dans une agence de publicité qui était plutôt de la taille d'un studio de création, donc c'était plus intime qu'une grosse agence de publicité, mais où je devais aussi mettre mon travail en tout cas parler publicitairement, on va dire, des produits des clients. Donc il y a un moment donné, c'est vrai, quand il y a 2 ans, j'ai voulu prendre un autre chemin que le print classique. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est print, parce que je ne pense pas que vous veniez tous du design graphique, donc non, au contraire. Le print classique étant dans la publicité, donc une image pour faire la publicité d'un seul produit, par exemple d'un sac ou d'un bijou. Et il y a un moment donné, il y a 2 ans, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Effectivement, c'est la prise de parole de toutes les marques de luxe dans le paysage digital. Donc, paysage digital, aujourd'hui, se résume par, évidemment, Facebook, mais surtout Instagram, ensuite Snapchat, et plusieurs autres qu'on ne connaît pas parce qu'ils sont utilisés aussi dans d'autres pays, notamment beaucoup en Asie. Et à ce moment-là, en fait, il y avait pour nous, les directeurs artistiques d'image, une place à prendre dans le milieu de l'image. Pourquoi ? Parce que en fait, le paysage de création était assez désertique, parce que ce que les gens faisaient, ce que les marques faisaient, c'était qu'ils prenaient une image qui existait déjà, puis ils la balançaient sur les réseaux sociaux, et il y avait aucune création in situ, en tout cas pour la viralité, en tout cas. Donc surtout en termes de qualité et créatif, il n'était pas du tout considéré. C'est-à-dire que ça ennuyait tout le monde de faire une création digitale. Bon, à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi ? C'est génial de faire une création digitale. Déjà,
on peut produire beaucoup plus de contenu, donc multiplier sa prise de parole. Ensuite, d'un point de vue de production, on peut s'amuser à faire des choses beaucoup plus pauvres parce que forcément, donc, il y avait beaucoup moins de budget pour faire la communication digitale. Donc ça voulait dire aussi d'inventer des principes de production pour pouvoir créer du contenu. Donc des choses fait main. Voilà, ça remettait en question tout un tas de code en fait. Voilà, ça renversait un petit peu la vapeur dans le milieu de la création, et je trouvais ça très intéressant. Donc j'ai voulu prendre ce parti-là de créer des films courts. Donc au début, ça a commencé par ah oui, c'est à moi de tourner les pages. Pardon. Donc ça a commencé par des gifs animés très simples. Ou comme on me donnait rien comme matériel, en fait, je découpais une image, puis je la dupliquais, puis enfin voilà, par un mouvement simple. Et finalement, ces petits formats-là, GIF, sont devenus une sorte de signature, parce que donc moi j'ai une pratique personnelle qui est celle du collage, où j'ai beaucoup plus publié dans les magazines, notamment pour Air France Magazine. Sport et style, enfin voilà, pas mal de supports du collage. Mais donc là, en l'occurrence, en fait, j'ai commencé à les animer, et c'est ce qui a commencé à créer un ensemble, une identité, en fait, ma signature, ma spécificité. Et en même temps, ce qui était intéressant, c'est que je proposais ça pour du contenu digital, et que ça avait un aspect, parce que découpé et remonté ensuite, très craft, donc ça avait un aspect artisanal. Donc en fait, ma signature, elle s'est aussi fabriquée autour de ce parallèle et de ce rassemblement antinomique, c'est-à-dire contenus digitaux, artisanaux. Voilà, c'est comme ça que j'ai créé mon identité, en tout cas d'écriture là-dessus. Donc j'avais envie de vous montrer aussi cette vidéo. Évidemment, c'est pas du tout moi qui l'ai faite, mais c'était au début d'Instagram. Il y avait cette vague de vidéos qui s'appelait les Satisfying Videos. Et cette vidéo, toute pourrie, on peut dire, parce que alors pas du tout sur pied, enfin vraiment faite de manière très spontanée par le visiteur d'une usine, il semble, de valises. Plus de 2 millions de vues, puis je ne sais pas combien de millions de partages, et les gens ont commencé à s'emballer dans ce délire de satisfying videos. Ça m'a littéralement scotché, parce que nous qui voulons faire les choses bien, avec le plus de soin possible pour que ça ait l'air joli et que ça plaise aux gens, je me suis dit, tiens, c'est marrant. En fait, aujourd'hui, les gens, ce qui les intéresse quand on scrolle donc, sur les réseaux sociaux, au-delà du produit, c'est de voir comment il est fabriqué. Et de manière aussi tout à fait amateur, et d'être surpris par la promesse de la transparence de la fabrication. Donc je trouvais ça tout à fait intéressant. Et finalement, je me suis rendu compte que moins on avait de moyens, plus on revenait à l'essence. Quand on parle de... Enfin, moi, en tout cas, mon métier, c'est de faire de la communication pour le produit. En voyant ce genre de vidéo, je me suis dit, tiens, c'est marrant, du coup, je vais essayer de faire de la communication pour les produits, mais de manière tout à fait minimale, et qui mettent en avant uniquement le design du designer, en l'occurrence. Mais je trouvais ça assez direct et assez frappant de m'attaquer à à ces paramètres-là. Donc en fait, après tout ça, toutes ces analyses et ce positionnement, il y a cette marque, Hermès, que vous connaissez peut-être, qui est venue me voir et qui s'est dit qu'il y avait besoin de contenu pour parler de leur sac à main iconique de la maison. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour eux, c'était une commande tout à fait nouvelle. Ils sont venus me voir en me disant, voilà... les mots Kelly, Birkin attachés à Hermès sont tapés, mettons, plus d'1 million de fois par jour par des gens, on ne sait pas. Donc en fait, eux, ils ont accès aux data et ils se rendent compte qu'il y a des mots comme ça qui reviennent souvent et qu'en fait, ils n'ont rien pour les présenter. Enfin, c'est-à-dire que quand on tape Kelly Hermès sur Google, on arrive sur une page du site internet de Hermès, une page vide. Bon, maintenant, il y a ça.
Donc, en fait, leur commande était assez intéressante parce qu'ils voulaient construire un nouveau langage uniquement donc, pour le digital, pour le e-shop. En fait, leur site internet est très grand, très complexe, mais en tout cas, il y a plein d'entrées partout, c'est assez intéressant. Mais donc, pour eux, c'était aussi d'imposer une écriture en fait, digitale pour parler de produits qui sont tout à fait iconiques et qui sont très connus de tous, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Aussi, pour moi, ce qui a été très intéressant, bien sûr, comme exercice, c'est que j'ai commencé à comprendre vraiment qui étaient ces gens. Que la maison, elle a été créée en 1830 et au départ, en fait, c'était des... comment dire, ils créaient en fait de l'accessoire pour le monde de l'équitation et qu'ils ont créé un premier sac qui s'appelait le haut à courroie, qui était en fait un sac pour transporter ses selles et ses bottes d'équitation et qui est arrivé un siècle plus tard la voiture. Et donc ils se sont dit mince, les gens ils vont plus être à cheval, donc on va devoir créer des sacs pour faire de la voiture, donc des sacs de voyage. Et ensuite est arrivée la maroquinerie chez Hermès, voilà. Mais donc tout ça, j'ai dû avaler toutes ces informations très très vite pour pouvoir faire quelque chose d'assez concis. Et en fait, sur la page, donc date par date, il y a la création et l'évolution de ces deux sacs à main. Que vous dire sur les créations en elles-mêmes? En fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que mon exercice à moi, mon challenge, c'était de faire des formats extrêmement simples, qu'on appelle catchy, mais bon aussi très fun, pour pouvoir parler du sac avec en tout cas, j'espère, du minimalisme assez intelligent, juste pour retenir une idée en fait par produit. Au lieu de le mettre en contexte avec une belle fille, les cheveux au vent, le rayon de soleil, je me suis dit non, on va enlever tout ça et on va juste parler de l'objet en lui-même. Pourquoi? Parce qu'effectivement, eux, quand on rentre pour travailler chez eux, c'est tellement d'histoires et de trucs que en fait, je me suis dit que juste dans la forme des choses et de comment ils avaient fait survivre ce sac plus d'un siècle, enfin bon, on n'avait pas besoin d'en rajouter des caisses, qu'on avait juste besoin de parler du produit en lui-même. Donc, là où je vais rejoindre un peu leur manière de travailler, c'est que pour produire ces premiers contenus, donc ce premier exercice commercial, je me suis dit que la chose la plus rigolote, ce serait de les construire de manière tout à fait artisanale en termes de production. Donc, en fait, c'est vrai que ça, c'est tout à fait ce que vous voyez, c'est ma manière de travailler, c'est-à-dire que on bidouille avec des ventilateurs, des perceuses et des fils de pêche pour comme des marionnettistes, un peu faire bouger les choses. Et c'est vrai que dans un rendu stop motion, la fabrication à la main, elle se voit. Et c'est aujourd'hui pour moi tout l'enjeu en fait d'amener dans le digital des choses très incarnées et qui ont du vécu et qui ont été faites en vrai. Et c'est vrai que par rapport à d'autres studios de création, je passe pas par la 3D, je passe pas par les effets spéciaux très sophistiqués, je passe par des choses qui se sentent pour être au plus proche de l'objet, mais aussi bien sûr du coup pour être au plus proche je sais pas comment l'appeler, pas le consommateur forcément, mais la personne qui va regarder les images. Donc dans ce challenge de humaniser le digital, voilà. Une fois que cet exercice a été fait avec Hermès, Kelly Birkin, ils se sont intéressés à la question en se disant tiens, on va l'appliquer à d'autres secteurs de la maison Hermès. Et il faut savoir que donc Hermès, ils produisent beaucoup de choses, des soies, des cravates, de la mode, de l'équitation, de la maroquinerie, des bijoux, blabla, et aussi de la maison. Donc c'est peu connu des gens parce que peu de personnes peuvent s'offrir le mobilier Hermès. C'est pas comme si on y allait tous les jours pour acheter un canapé sur l'e-shop, mais donc n'empêche qu'ils ont besoin d'une présentation. Et que donc là, j'ai approfondi en fait cette première démarche de personnification, mais aussi de laisser parler l'objet. Et là où j'ai trouvé l'exercice super
intéressant et très challengeant, c'est que j'avais envie de, pas seulement l'objet, mais aussi faire intervenir la fonctionnalité. Donc ici représentée par une silhouette tout à fait neutre, hein, évidemment, mais où cette personne, elle actionne elle fait plus qu'actionner la fonctionnalité de l'objet, mais elle fait aussi elle actionne le gag en fait, la petite blague qui fait que l'histoire va être mémorisable. Donc voilà, donc en fait mon travail était aussi bien de détourner la forme que l'utilisation en elle-même. Ce qui est intéressant, c'est dans ce principe en fait de multiplier les formats. Dans une pub classique, finalement, voilà, on a un visuel pour parler d'une collection. Le paysage et l'architecture digitale nous permettent de produire 20 petits formats pour une seule et même collection. Ce qui induit évidemment que, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui font ça. Le temps qu'on passe en fait à regarder notre téléphone, peut-être il y en a ici qui le regardent moins que moi, bien sûr. Je pars quand même du principe que notre rétine, aujourd'hui, en quelques années, s'est habituée à s'engager dans l'absorption de milliers d'images par jour. Bon, tout ça, je voulais en venir au fait que dans le principe de multitude, ce qui est intéressant, donc tout ça, c'est ce que je fais continuellement pour eux, hein, mais c'est que s'il n'y a pas une idée ou un concept fort dans la production de la communication, en réalité, on ne peut pas retenir. On voit tellement d'images par jour que, du coup, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu au moment de la supériorité du concept. Et que ça, c'est important d'ingérer parce que, au-delà de l'esthétique, il faut pouvoir aussi parler aux gens avec une petite idée. C'est rien de révolutionnaire, mais un petit quelque chose qui va faire qu'on va retenir la petite histoire. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que du coup, par rapport à ce changement de volume de production, on va dessiner une espèce de trame, c'est-à-dire que en communication, on va appeler ça l'architecture digitale. Tout d'un coup, voilà, au lieu de décider d'un visuel, l'ensemble va former comme une architecture, une sculpture en fait virale, où on va pouvoir parler une fois de l'objet, parler une autre fois de l'attitude qu'on a quand on porte cet objet, parler une autre fois de comment l'objet est fabriqué, parler une autre fois de l'artisan, une autre fois parler de la cible, une autre fois... Enfin bon, donc en fait, en multipliant les choses comme ça, on multiplie donc le storytelling, et ça fait qu'un seul et simple objet a une multitude d'histoires à raconter. Donc c'est en ça que ça devient intéressant, l'idée de la multitude. Ici, je montre aussi un peu le behind the scene de comment on travaille vraiment en mode Muppet. Enfin, bon, toujours dans mon souci de faire ressentir les choses fabriquées à la main et surtout fabriquées avec du plaisir. Très important. Pour moi, hein, bien sûr. Donc voilà, toujours dans cet objectif d'incarner les projets. Mais je pense que, enfin, ça c'est le rôle du designer, évidemment qu'un designer produit, bijoux, a cette même obsession d'incarner son travail pour pouvoir avoir une signature. Mais c'est évidemment, aujourd'hui, c'est encore plus important, je trouve, d'être proche, d'être dans la sensation, parce qu'il y a tellement de choses produites que ça devient un vrai enjeu, en fait. Que sans ça, on est noyé dans le paysage. Donc, forcément, avec ce positionnement dans le digital, d'artisanat digital, il y a d'autres marques qui sont venues nous voir,
qui avait cette même problématique de comment rester en fait des marques d'exception, on va dire, dans le savoir-faire français. Comment on peut rester là-dedans et avoir un discours digital, parce que ça leur semble antinomique, mais bon voilà, il faut trouver la réponse, et donc je vous laisse regarder. Alors en fait, voilà, donc dans ce nouveau positionnement des marques de luxe, les gens forcément qui viennent me voir après, c'est des gens qui ont ces mêmes problématiques de allier savoir-faire, donc artisanat et digital. Donc Weston est venu me voir. Donc Weston, c'est quand même une toute petite maison avec une fabrique à Limoges. Et alors eux, contrairement à Hermès, j'avais pas du tout le droit de passer en shooting, c'est-à-dire de produire quelque chose pour un souci de budget. C'est-à-dire que ils ont vraiment pas beaucoup de sous en communication, surtout en digital, parce que digital, ça veut dire qu'en plus, c'est des sous à part de la publicité classique. Donc, il faut vraiment avoir des fonds. Donc, j'ai dû en fait me débrouiller avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, c'était des photos de e-shop. Donc, c'est tout ce que j'avais en ma possession. Et au début, c'était un challenge, mais j'étais très étonnée. Je me disais, mais comment ça, je vais rien pouvoir shooter? Non, vous avez que des photos. Très bien. Alors j'ai acheté par-ci par-là des images libres de droit sur des banques d'images en fait et d'archives. Et j'ai commencé à créer une écriture comme ça, complètement contrainte, avec ce moyen de production. Alors ici, est-ce qu'on peut baisser le son, s'il vous plaît? Merci. Merci. Dans ce cas de figure, en fait, donc moi, j'ai rejoint du coup ma pratique du collage. Et pourquoi j'ai mis ce travail qui me paraissait important? C'est pour vous parler aussi du rôle du designer. Alors le designer, je considère que c'est aussi bien Olivier Saillard, là en l'occurrence chez Weston, qui vient d'arriver pour prendre la direction artistique de la marque, mais c'est aussi bien moi. C'est-à-dire que quand je récupère des photos de chaussures qu'il a créées pour sa collection, quand je vais imaginer une petite histoire autour de ce produit qui est très simple, hein, ça peut être autour de la couture, autour du motif, de la texture ou quoi qu'est-ce, je prends toujours un petit bout et j'ai l'impression de créer un petit quelque chose à quatre mains. Donc j'ai l'impression de travailler avec Olivier Saillard dans son atelier de confection ou dans les ateliers de Limoges. Parce qu'en fait, j'estime aussi qu'un bon contenu, quand on n'a rien pour s'exprimer, quand c'est mon challenge de parler que du produit en lui-même, de l'essence en fait de l'objet, de comment est-ce qu'il a été pensé, créé, etc. Là où je trouve ça vraiment génial quand tout d'un coup il y a quelque chose qui en ressort auquel le designer lui-même il n'avait pas pensé en fait. Et puis ça devient un petit format indépendant qui devient ultra viral et les gens adorent. C'est des petites choses, hein, mais c'est toujours ça, d'apporter un petit peu de peps, voilà, dans la vie des objets. Je trouve ça très satisfaisant en tout cas. Et surtout de pouvoir ouvrir le dialogue avec les designers, et c'est-à-dire ensuite, si vous voulez, les inspirer. Donc ensuite, quand Olivier Saillard il me commande d'autres films, il a déjà en tête quels objets il a envie de mettre dans les films, et ça devient une espèce de vrai dialogue, parce que vu qu'il sait comment ça va se terminer, et voilà, il anticipe, et il y a un vrai dialogue qui se fait, et là ça devient intéressant. Voilà. Donc en fait, cette écriture graphique, je l'ai faite aussi bien pour les produits que pour les teasers de présentation de collections à Paris pendant les shows. Donc ça, par exemple, c'est des teasers
de défilés, on va dire. Bon, Olivier Saillard, il fait jamais de défilé, il fait des présentations toujours très conceptuelles. Là, en l'occurrence, c'était une présentation dans un café parisien parce que, pour votre information, c'est toujours rigolo de savoir, les Weston étaient les premières chaussures des garçons de café tellement elles étaient solides. Les garçons de café parisiens portaient des Weston. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. En fait, voilà. Donc j'ai commencé à vraiment distordre les images de produits, de jouer avec l'image d'un produit et plus le produit lui-même. Et ce qui donne encore des productions. Donc ici, par exemple, c'est toujours pour Hermès. Et c'est pour un sac aussi qui est moins connu que le Kelly Birkin, mais qui est important. Le sac Constance. Pareil, en fait, ils ont voulu ouvrir une page pour raconter l'histoire de ce sac et comment leur est venue l'idée du sac, et puis aussi comment s'est passée la renommée, en tout cas, la gloire de ce petit sac que les fashionistas se déchirent. Et ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est le principe d'une idée qui se découpe. C'est-à-dire que quand on reçoit les textes des métiers, donc chez Hermès, il y a plusieurs secteurs, et il y a un secteur qui s'appelle les métiers de la maroquinerie, et en fait on vous raconte que chaque sac est pensé, en fait est découpé comme une idée, chaque partie est vraiment pensée, dessinée, etc. Donc en fait j'ai appliqué typiquement, enfin dans mes productions maintenant j'aime bien appliquer le cheminement de pensée d'un designer produit. Donc par exemple dans la vignette de gauche, on voit vraiment le sac se construire avec des parties. Donc, je les ai vraiment. J'ai d'abord photographié le sac, ensuite je les ai imprimés sur des cartons, et ensuite voilà, je viens les assembler, et ça devient l'assemblage d'une idée qui devient donc le sac à la fin. Voilà, donc c'est dans le principe du collage et du design, et toujours dans ce dialogue avec le designer. Donc voilà, donc là en fait je vous ai montré surtout, je vous ai présenté mon chemin de pensée, enfin ce qui m'a guidée à cette écriture maintenant qui est reconnaissable, et j'ouvre maintenant à d'autres créations que je vais vous faire défiler. Un petit mot pour celle-ci parce que c'est intéressant, vous qui êtes designer, c'est que maintenant, effectivement, chaque événement, de par la pluralité de production, aussi bien, enfin, c'est une logique qui se retrouve aussi dans les maisons de mode. Maintenant, le Nouvel An chinois est le sujet d'une collection, capsule, mais comme plein d'autres événements finalement. Parce que plus on communique, plus on produit, plus on devient niche aussi. Donc ça veut dire que il va y avoir toujours dans ce principe de production dans la mode, hein, il y a toujours de plus en plus de choses de faites, mais pour des choses de plus en plus précises. Et donc là, voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette création, parce que effectivement, pour la collection qui est vendue donc uniquement sur Chloé Chine, mais genre en 10 minutes, ils n'ont plus rien. Les mecs sur le e-shop, ça dure même pas 10 minutes, il n'y a plus de collection. Mais bon, il y avait donc une production de fait, voilà, une animation que vous avez vue, et aussi bien une séance photo inspirée du théâtre chinois. Ça, c'est autre chose, hein. Et il n'y a pas de musique, c'est normal. Alors là, c'est aussi intéressant parce que dans les maisons, maintenant, effectivement, on va toujours inventer donc, des choses pour vendre les produits, hein. Donc là,
c'est comment on va personnifier les sacs. C'est vrai qu'il y a plein de filles qui en raffolent, donc on peut acheter des petits bijoux pour venir lui donner notre prénom. Et donc, voilà, c'est dans une logique aussi commerciale de développement. C'est-à-dire que maintenant qu'on a les sacs Chloé, on va pouvoir les agrémenter avec des petits bijoux, avec nos initiales. Il y a des bagues, tout un tas de choses. Et voilà, mon exercice, moi, reste le même. Hein. Et puis le reste, je voulais juste vous mettre un petit panaché comme ça de comment est-ce que pour les autres marques aussi je travaille. Enfin, c'est toujours un peu de la même manière, un collage, découpage, craft, artisanat et petit twist. Voilà. Ah oui, et puis là, un sujet typique aussi, mais qui me tient beaucoup à cœur parce que c'était mon premier vrai, en fait, c'est le calendrier de l'Avent digital. Mais bon, voilà, c'est la première fois vraiment où j'ai fait un exercice de production sur 31 images et c'était pas un exercice facile, mais voilà, c'est pour ça que je tenais à le mettre. Et puis ça, je vous les ai mises quand même parce que c'est ce que j'ai fait en premier quand je voulais me présenter aux marques avec mon nouveau portfolio de création digitale. C'est mes petits... Voilà, c'est des choses que j'ai autoproduites qui n'étaient pas des pubs, hein, bien sûr, mais qui étaient des gifs animés tout simplement. Mais dès qu'ils voyaient un truc qui bougeait, ils étaient complètement émerveillés. Donc maintenant, c'est monnaie courante, bien sûr, mais à l'époque, c'était super cool. Voilà. Merci. Merci, Elisa. Alors, des questions, des idées de... Quel est le... Donc, pour les étudiants aussi, si tu recommandes, comme ça l'était assimilé pour nos générations auparavant, quand on décide un produit, on essaie vraiment d'avoir en tête l'image qui va aller avec la photographie, qui va aller avec cet objet. Tu recommandes donc vraiment aux jeunes designers d'anticiper ce type d'éléments de communication aussi aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment important. La plupart des designers d'ailleurs ou des marques qui viennent te voir maintenant ont déjà anticipé, ont déjà en tête que ce que ça avait existé. Après, ça dépend évidemment de votre travail. J'imagine que vous n'allez pas tous être indépendants. Enfin, après, c'est très enrichissant en fait parce que, bon, déjà évidemment, il faut que votre produit soit terminé. Parce qu'il ne faut absolument pas que ce soit influençant dans la création du produit, j'imagine. Quoique parfois, il peut y avoir des concomitants. Si on se dit, tiens, celui-là, il va bien passer en image parce que le message est assez clair, il est dessiné de telle et telle manière, évidemment. Non, mais bien sûr, après, ce qu'il faut retenir, et ce que je disais encore tout à l'heure, c'est que ce qui est super excitant, c'est qu'aujourd'hui, vous allez dessiner un produit, un bijou, peu importe, et puis vous allez multiplier les prises de parole pour pouvoir raconter voilà, comment il est fabriqué, comment il se porte, pour qui il est, à quoi il fait penser. Enfin, ce sont des concepts multiples et ça va créer une image globale. Et c'est plutôt ça que je trouve intéressant de retenir. D'où l'intérêt de bien documenter le processus de fabrication. très important. Aussi, ça, c'est très important.
et de faire semblant que ce soit mal fait. Ouais, Non, ouais. pas du tout. Non, non, mais c'est très important Ouais. d'y mettre vraiment du storytelling, comme on dit. Donc, d'où la vidéo de la valise. Ça, je reste persuadée. Mais après, c'est normal, c'est dans la tendance des tutoriaux, des do-it-yourself, de tout ça. Et au-delà du sentiment que ça donne en fait d'être proche de la fabrication, c'est-à-dire de détenir un secret, au-delà de ça, euh, ça révèle en fait la magie ça révèle des choses que finalement les gens ne voient pas. C'est pour ça que ça fascine tellement les usines et les gens adorent. Les gens adorent les vidéos savoir-faire, ils adorent ça. Toutes les maisons ont des productions savoir-faire. C'est essentiel parce que ça fait rêver les gens. Je me souviens que euh, Hermès, il y a 3 ans, a fabriqué un événement comme ça de toutes pièces qui s'appelait Hermès hors les murs. Et on pouvait aller voir dans un énorme hall d'exposition tous les artisans qui venaient. Donc il y avait l'artisan qui construisait sa selle de cheval, l'autre qui faisait l'impression de la soie silk screen. Et il y avait un nombre de visiteurs, mais c'était hallucinant, c'était le palais de la découverte. Ça voyage dans toute l'Europe, ça d'ailleurs. Et ça a voyagé, et notamment jusqu'aux États-Unis. Et en fait, et là vraiment, effectivement, on se rend compte que ça fait rêver les gens. Enfin, ça fait rêver les gens, mais parce qu'en plus c'est hyper intéressant. C'est pas comme si c'était artificiel. Ça fait rêver les gens parce que c'est génial de pouvoir découvrir comment les choses se fabriquent et donc de pouvoir mettre en valeur votre savoir-faire et la technicité, voilà. Ça serait un projet serait dû pas que à l'objet, au résultat. Il faut créer un univers autour. Ouais. Et être capable aussi d'aller jusqu'à le détourner, c'est-à-dire de le prendre au sérieux une fois, votre objet, et ensuite on revient avec carrément une autre proposition où on va en parler différemment. Le détourner ou bon voilà, surprendre avec plusieurs discours. Et je me souviens que quand on était étudiants ensemble, t'étais pas la plus docile avec l'ordinateur. C'était pas ta passion, quoi. Le digital, t'avais plutôt 2 mains gauches pour. Ah oui, c'est vrai. Il fallait 4 clics droit et gauche. Oui, oui. Et donc c'est une manière aussi pour toi de faire ça. Les rendus, le résultat est soigné, on va dire, mais c'était une manière aussi de bifurquer, d'utiliser le collage. Oui, tout à fait. C'est vrai, tu as raison. C'était pour compenser un petit peu ce. Ouais. Ouais. C'est vrai que très tôt, j'ai été dans ces combines. C'était des combines en plus parce que ça m'empêchait pas d'avoir des bonnes notes, mais j'étais tellement nulle. Mais donc, effectivement, c'était vraiment des combines pour pouvoir passer entre les mailles du filet et faire genre, c'était une création de toutes pièces. Mais en fait, le collage m'a aidé très tôt à faire qu'on n'y voyait que du feu à mon niveau médiocre d'ordinateur. Mais donc, finalement, ça me fait penser à quelque chose, notamment une discussion que nous avons eue. C'est que donc, ce n'est pas moi qui suis la maîtresse de l'After Effects. En fait, moi, j'orchestre. C'est-à-dire comment je travaille en tant que designer, c'est que je livre des storyboards, donc des dessins à main levée, où je vais raconter l'histoire en 4 vignettes. Et c'est ça que je vais présenter à mon client. Et ensuite, j'ai des gens au studio qui fabriquent ça avec moi. Oui, évidemment, ils ont leurs inputs, hein, c'est très important. Mais donc, ce n'est pas moi qui manipule l'ordinateur. Donc, moi, je suis restée avec le dessin. Voilà. Elisabeth. Ah, ok. Ouais, très simple. Non. Ouais, voilà, c'est ce qu'on appelle la production, et c'est vrai que non, il faut.
C'est presque Non, mais performatif, non? Il y a un aspect... Non, mais en plus, dans nos contraintes budgétaires, nous, on doit, par exemple, faire genre 10 films par jour, hein, des trucs hallucinants. Non, mais bon, le secret quand même, c'est pour ça que quand on parle de simplicité, c'est important, et quand je parle de supériorité, l'idée, c'est le retour du concept. Et c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que bien sûr, on peut se permettre de faire des choses très simples et qui durent peu de temps, donc les faire en peu de temps, mais il faut que l'idée, elle soit mémorisable, évidemment, et qu'il y ait une identité, en fait, derrière, au-delà du territoire graphique. Et alors, combien de temps? Je dirais, effectivement, en une journée, nous, on tourne 6 mini-trucs, 6 mini-films. Ah, tout est super calé. Ça, par contre, le travail de préparation est assez énorme. Parce qu'on sait exactement comment on va procéder pour chaque vignette. C'est des rendez-vous qu'on a et on sait quel va être le plan de shooting. Mm. Et tu loues d'ailleurs, c'est fait en studio Ouais. En fait, je travaille toujours avec la même personne qui est un photographe, un très bon technicien de nature morte. Et qui lui m'a permis de faire ça parce qu'il était capable de faire du volume en fait, voilà, et de retoucher très très bien. Et donc lui, son métier, c'était de faire de la photographie de produits pour des marques de luxe, donc avec toujours une très jolie lumière, sauf que moi je lui ai apporté le côté animé. Et donc après, oui, on peut louer un studio pour parler de nos produits, mais en fait, avec Weston, je vous ai démontré qu'avec une photo d'un produit, voilà, elle est détourée, elle est collée, elle est recontextualisée, on peut en faire autre chose, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'argent pour faire ça. Bon, après, évidemment, il faut avoir un copain qui fait After Effects ou une autre technique, je sais pas. Par exemple, vous devriez aller voir l'Instagram de Michel Gondry, c'est super parce que une fois par semaine, il nous offre un film qu'il fait avec son iPhone et il bouge des petits bouts de papier comme ça pendant des heures et il raconte une vraie histoire. Ce sont des films que pour Instagram d'ailleurs. Et en tout cas, voilà, ça rejoint le fait qu'on peut fabriquer des choses très sympas avec aujourd'hui les moyens qu'on a sont quand même pas négligeables. Alors, au studio, nous sommes 3. Et en fait, je travaille au studio dans mon bureau, en fait, on est 3. Mais sinon, je travaille avec des photographes, des filmmakers, une post-production, un décorateur, bien sûr, très important, le décorateur, celui qui fait les Muppets, là. Toujours le même et très marrant. Et aussi les musiciens, parce que tous les morceaux que vous avez entendus qui accompagnaient les films sont des compositions originales. Donc ça ils font aussi partie de l'équipe. En fait, on est très nombreux, mais en physique, au quotidien, nous sommes 3. Voilà. Il y a peut-être des questions. Si, ouais. Tu as besoin d'un micro? Vous avez besoin, pardon, monsieur. Bonsoir. Alors, non, elles ne sont pas signées, mais elles sont identifiables. Merci. En fait, sur des sites comme les marques comme voilà, Chloé, Hermès, Weston, toutes ces... on ne peut pas les signer. Par contre, les gens... voilà. Voilà, donc ils m'appellent pour cette patte. Donc... Après, oui, comme c'est quand même voué à la fin, à part ceux qui sont personnels, à la fin, ils sont voués à vendre un produit. J'aimerais beaucoup les signer, mais ça reste du commercial. Tout à fait, effectivement. Oui, on ne peut pas avoir, effectivement, vous avez raison. Comme quoi, par exemple?
Bon, dans la bijouterie. Oui. Oui. Ben, la raison principale, c'est parce que j'ai pas la latitude pour justement que ce soit reconnaissable venant de moi. C'est-à-dire que c'est trop contraint, avec des codes qui sont déjà instaurés dans la marque et que je puisse pas en fait imposer une direction artistique qui m'est propre. Et non, je dirais c'est la seule. Bon, à part si vraiment ils peuvent même pas me payer, je sais pas. Non, mais voilà, à part celle qui est commerciale, on va dire que j'ai besoin d'avoir une latitude assez intéressante pour faire des choses intéressantes. Voilà. Oui, généralement, c'est ça qui est intéressant aussi avec le digital, c'est que on crée une écriture pour une marque. Ensuite, évidemment, ils veulent la faire perdurer, enfin en touchant du bois. Et du coup, c'est assez répétitif et les commandes sont assez régulières. Voilà. Ah oui, oui, c'est très facile. Mais de rien. L'intérêt d'avoir créé un studio, pas à ton nom, donc d'avoir créé un nom de studio, c'est une manière d'être un peu plus anonyme. Oui, exactement. Déjà, c'est une manière de passer de la création unique à la création au volume. Ça, c'était important pour moi, parce que généralement, un directeur artistique, auteur, qui a un studio qui porte son nom, va faire une campagne, mettons. Ça déride, enfin, en tout cas, ça décomplexe le client, parce qu'un nom de studio, ça veut dire déjà qu'on peut avoir plusieurs clients en même temps et qu'on peut traiter des choses dans des quantités et qu'on peut répondre en fait à cette attente et que ce soit pas du si précieux que. En tout cas, moi, ça m'a aidé dans mon positionnement parce que je connaissais les clients finalement. Parce avant j'avais mon nom. Je connaissais les clients et c'est peut-être d'ailleurs, c'était sûrement une erreur de leur part et un préjudice, mais c'est plus agréable de pouvoir parler au nom d'un groupe et surtout que comme je ne suis pas, comme je dirige un orchestre, mais voilà, les personnes qui sont là, qui fabriquent les choses avec moi, j'avais aussi envie de les mettre en valeur et donc d'avoir un nom de studio. Voilà. J'aimerais beaucoup vous remercier et je pense que ce qui est chouette, et merci aussi d'avoir invité Elisa, c'est que vous voyez que vos objets, ils ont de la valeur en eux-mêmes. Vous n'êtes pas obligé de justement trouver un mannequin. Les objets sont beaux en soi, ont des histoires à raconter. Et quand on vous stresse un peu avec le storytelling, j'ai apprécié ce que vous avez raconté parce que quand je vous dis réadapter votre storytelling et vous avez l'impression que vous allez peut-être mentir, mais ce n'est pas vrai. Il y a tous ces différents niveaux d'histoire dans l'objet qui sont encore matière à création. Et si vous avez un peu de temps, il ne faut pas vous stresser, c'est OK de devoir re-raconter l'histoire et en plus d'en raconter plusieurs. Comme je disais, il y a celle de l'idée, il y a celle du processus de travail, il y a celle peut-être des matériaux, il y a celle de vos rêves. Et j'aimerais beaucoup vous remercier parce que vous avez vraiment amené une dimension, je trouve, de nouveau simple, directe, qui nous ramène à quelque chose de très essentiel. Et j'espère que pour vous, c'est inspirant et que ça vous réconcilie peut-être avec certaines des choses que vous trouvez plus difficiles. Mais au fond, vous pouvez vraiment rester avec vos objets. Et donc, merci d'avoir compris. Rafraîchissant d'avoir entendu ça. Et j'espère que pour vous, c'est encourageant. Et puis, moi, j'ai pas arrêté de sourire pendant toute la présentation. Et voilà, merci beaucoup. Et, ouais, merci. Merci. Ah, oui. Nous aussi, on avait. Merci. Non, peut-être juste un dernier pour finir. Effectivement, dans la lignée de ce que disait Elisabeth, je me souviens du directeur de notre école, Gervais Jassot, qui nous disait qu'un
un mauvais projet bien communiqué peut devenir un bon projet, et un bon projet mal communiqué. Non, mais c'est réducteur de dire ça, mais en gros, dire qu'un bon projet, s'il est mal communiqué, peut devenir un mauvais projet. Voilà. Donc c'est juste pour encourager les étudiants à ne pas négliger ces aspects-là. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Bon, et puis je pense qu'on peut encore discuter dehors en buvant un verre avec les étudiants. Pas de problème, à tout à l'heure. Des questions. Merci beaucoup. Merci.